Chaque mois, dans le cercle du feu de camp, je tends le bâton de parole à un ou une invitée. Cet invité, c'est un Homo sapiens que je trouve particulièrement intéressant dans ce qu'il fait, dans son parcours ou dans sa façon de voir les choses et d'être au monde. Parfois, c'est quelqu'un que je connais très bien, et parfois, ça peut aussi être quelqu'un que je ne connais pas encore, mais qu'on m'a recommandé. Dans tous les cas, c'est un Homo sapiens qui, je le pense, peut vous inspirer aussi, vous qui m'écoutez. Et ce mois-ci, je reçois Robin. Bienvenue Robin. Merci à toi Olaf, je suis ravi de participer au feu de camp. Robin, avant de parler de ce que tu fais, j'aimerais savoir quel Homo sapiens j'ai en face de moi. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, mais sans dire ton métier, sans CV, sans statut, seulement en disant ce que tu es et ce que tu aimes? Eh bien, Robin, un montagnard d'1,80 m, un peu en surpoids, qui adore bien manger et pa- pratiquer toute activité dans la nature. Vraiment, les montagnes, c'est mon terrain de jeu favori. Pour le dire aux auditeurs, c'est Robin, je le surnomme affectueusement mon copain des montagnes. Donc Exactement. c'est très très bien résumé. Robin, comme tu le sais, le mode de vie néo-chasseur-cueilleur, c'est le mode de vie qui réconcilie l'homme avec sa vraie nature. Et pour commencer, j'aimerais te demander, c'est quand la dernière fois où tu t'es senti vraiment animal ou juste très connecté à la nature? Tout simplement hier soir. Ok. Hier soir, j'étais à la chasse. Voilà, on pratique la chasse d'approche pendant la saison estivale. J'étais en quête d'un chevreuil et j'ai eu l'opportunité de prélever un chevreuil hier soir. Et en fait, c'est ce moment-là, cet instant où tu l'as en face de toi, à 35 mètres, il était, et je l'ai vu s'effondrer tout simplement. Et waouh, je me suis dit, c'est moi qui ai fait ça, j'ai eu le pouvoir de faire ça, et ensuite tout ce qui découle derrière, d'aller voir l'animal, de le contempler, de se sentir privilégié, d'avoir cet instant avec la nature, et ensuite de rentrer tout simplement à la maison, s'occuper de la venaison, et à midi, j'ai mangé un défilé de ce chevreuil. Donc j'étais connecté, je pense, avec la nature à ce moment-là, et je me suis senti dans mon élément. Ok, oui, pleinement, pleinement à ta place dans la nature. En plus, j'imagine dans les montagnes, juste à côté de chez toi. Donc, on est vraiment dans du très local. On est vraiment une appartenance au milieu absolument totale. Oui, c'est ça. En fait, hier, j'ai chassé donc sur un nouveau territoire que je ne connaissais pas parce qu'on a acheté une nouvelle maison, et donc ça m'a donné le droit de chasse sur cette commune, et donc territoire que je ne connais pas. Et en fait, c'est là que tu te dis, ben, il y a tout à réapprendre. Des endroits que tu connais pas, le fonctionnement des animaux à cet endroit, trouver leurs habitudes, comment ils se comportent, et donc c'est super intéressant, et c'est un nouveau challenge, et donc très content hier soir d'avoir pu faire chasse. D'accord. Et donc, tu me disais, en gros, tu as un nouveau territoire de chasse. Est-ce que tu as déjà commencé à le truffer de caméras, de pièges photographiques, comme tu avais fait précédemment? Parce que je sais que tu fais ça énormément. Pour le moment, non. Je vais essayer dans un premier temps de m'abstenir de ces solutions. En fait, mais déjà tout simplement pour un point de vue réglementaire, il faut Mhm. savoir que les caméras, on peut pas aller en forêt et les mettre n'importe où comme on le souhaite. Il faut que ça soit à des endroits bien délimités, sur ces parcelles, ou alors sur des propriétés de personnes qui nous autorisent à mettre leurs caméras. Et là, en plus, où je chassais, c'était dans de l'ONF, dans du domanial. Donc, D'accord. tout simplement impossible de mettre des pièges photos. Mais cela dit, c'est vrai que bah, tu l'as très bien dit, j'aime bien mettre des pièges photos. Alors bon, ça modernise beaucoup la chasse, mais avec ça, je trouve qu'on fait une meilleure gestion de notre chasse. On connaît mieux les populations d'animaux qu'on a sur notre territoire, et comme ça, on peut mieux sélectionner un individu. Par exemple, on voit un animal qui boite sur les caméras, ben on va se dire, ah ben tiens, je vais essayer de m'orienter en priorité vers lui, et des choses qu'on verrait pas tout simplement si on n'avait pas ces petits yeux numériques dans la forêt.
Oui, surtout que toi, en plus, tu as les modèles un peu haut de gamme, très performants, qui t'envoient des notifs. En gros, c'est comme si la forêt t'envoyait une notif en disant Carrément. il y a un chevreuil, il y a un sanglier, il y a un chamois, il y a tel animal ou tel animal à tel endroit, à tel moment. C'est quasiment instantané. C'est évidemment une approche très moderne de la chasse et on n'est pas obligé de suivre tout, mais ça permet en tout cas d'avoir un bon panorama, une bonne vue d'ensemble de ce qui se passe sur un territoire. Et comme tu le dis, c'est un outil qui peut favoriser légèrement la chasse, mais qui peut surtout favoriser une meilleure gestion du gibier. Et tu fais bien de préciser, un animal blessé, ça peut arriver qu'un animal ait été percuté par une voiture ou s'est tordu une patte dans un pierrier ou autre. Donc ce sera forcément pour nous un animal à prélever en priorité. C'est ça exactement. En fait, c'est un peu comme tout équipement, il faut l'utiliser à bon escient et pas dès que je vais recevoir la notification, ah, il y a un chevreuil devant ce piège photo. Si je suis à la chasse sur une autre zone, vite courir vers cet endroit où il y a le piège photo. Non, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir un suivi toute la semaine, pendant plusieurs semaines, pendant des mois, et voir ce qui passe par là et pas se dire, bon, ben là, il y a un animal, allez, je fonce vite avec le 4x4 et là, c'est dénué de toute éthique et c'est pas l'intérêt que j'ai à utiliser ce genre d'équipement. C'est vraiment plus pour le côté gestion comme tu l'as expliqué. Oui, et puis c'est toujours très sympa aussi d'avoir on est tous très connectés à nos territoires, à la forêt, à la nature d'une façon générale. C'est aussi un moyen d'avoir, avec une technologie moderne, d'avoir toujours un petit œil, un petit contact. Il y a aussi ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'avais des pièges photos. Même si j'ai pas comme toi les super pièges qui envoient les photos directement sur le smartphone. Mais je me rappelle que j'aimais bien aller enfin récupérer les photos tous les 15 jours ou tous les mois pour voir un peu la vie qu'il y avait à un endroit précis sur un territoire. Robin, si tu devais choisir un animal totem, ce serait lequel? Un animal, Moi j'ai une idée, mais ouais. j'attends que tu dises. Écoute, je dirais le bouquetin. J'allais le dire. C'est Est-ce... génial. Oui, Non, c'est tout vrai, à tu fait. pensais à Bah ça? oui, animal des montagnes, évidemment. Voilà, animal des montagnes, un peu quand même costaud, Oui, comme toi. comme moi. C'est pour ça que je me suis plus orienté vers le bouquetin que le chamois. Je suis moins agile qu'un chamois, mais même un bouquetin, hein, c'est très agile malgré sa corpulence. Le bouquetin, ouais, pour moi, c'est le roi de la montagne et c'est un animal paisible, sage. Je vais souvent les observer à la fin de l'hiver, au mois de mars, avril, mai, avant qu'ils regagnent les cimes. Et je trouve c'est paisible comme animal. Tu vois, c'est posé. J'aime beaucoup les observer. Je suis même pas surpris. Tu vois, j'allais te dire, pour moi, c'était le bouquetin. C'était au cas où t'avais pas d'idée ou autre. Je m'étais dit, bon, je vais préparer quand même un truc. Et en fait, pas besoin puisque c'est évident. Donc, je vois que j'avais visé juste, sans mauvais jeu de mots. Mais oui, c'était évident pour moi. Un animal costaud qui vit sur les sommets des montagnes, bah, il y en a pas 36, quoi. C'est ça. Dans ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement pour te sentir bien? Un truc simple, mais que tu fais régulièrement. Qui me viennent à l'esprit, il y a deux choses. Ok. La première qui va paraître logique, et du coup on va pas rentrer dans le détail vu qu'on en a déjà parlé, mais c'est d'être dans la nature tout simplement. Je suis quelqu'un qui est passionné de nature, mais je parle pas uniquement de chasse, vraiment. C'est aller faire une randonnée en montagne, aller faire du ski, aller faire une balade nordique en raquette, chercher des champignons, ramasser quelques brins de genépi, tout ce qui touche à la nature, vraiment sans exception, aller couper du bois, peu importe, du moment que c'est dans la nature, je me sens bien et je me sens à ma place. Voilà. Et ça, c'est la première chose. Et donc, comme je te dis, ça paraissait évident. Et la deuxième, je dirais que c'est de cuisiner. Je me prends de plus en plus au jeu de cuisiner pour les autres. Quand je suis tout seul, je vais pas apprécier me cuisiner un bon petit plat élaboré. Par contre, rien que du moment que c'est pour ma copine, que c'est pour des amis, là,
passer 3 heures en cuisine, ça va pas me déranger parce que derrière, je sais qu'il y a ce moment où je mets le plat sur la table et le but, c'est de donner le sourire à toute la table et qu'on se régale et qu'on partage des histoires autour de ce repas. Et donc, vraiment, qui me fait plaisir aujourd'hui, la nature et aussi cuisiner, mais cuisiner pour les autres. Voilà. Ok, ça m'étonne pas du tout et j'ai tout à fait ça aussi, le coup de la cuisine. À la différence que moi, je suis capable de cuisiner des bons petits plats super élaborés juste pour moi, Ok. juste pour le plaisir de me dire, j'ai fait quelque chose de joli, en plus d'être bon, en plus d'être équilibré, en plus d'être Mhm. sain, j'ai fait quelque chose de joli. Mais tu sais que la nourriture, c'est important pour moi. Je suis pas devenu coach en nutrition par hasard, c'est qu'à un moment donné, bon, on travaille ce qu'on aime en fait. Et comme je disais, c'était dans l'épisode du bâton de parole avec Félix Daligny, où lui aussi a ce truc-là d'aimer énormément cuisiner. On disait que de toute façon, quand on cuisinait pour les autres, c'était jamais que des je t'aime dans une assiette. Exactement. Et donc, je comprends tout à fait ce plaisir de cuisiner. Robin, imaginons que tu arrives dans un clan de chasseurs-cueilleurs. Qu'est-ce que tu apportes au groupe? Dans quoi tu serais utile ou à l'aise? Ça rejoint un peu la question précédente. Je dirais dans un premier temps la nature via la cueillette, via la chasse forcément, la pêche également. Mhm. Euh, S'occuper du clan, du bivouac qu'on a fait, notamment s'il y a de l'élevage d'animaux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, du fait de mon passé, que mon grand-père avait des volailles, des lapins, et que on les élevait. Et puis bon, des fois, il fallait en tuer quelques-uns pour en manger. Donc, je suis assez à l'aise avec ça. Et la suite, forcément, du coup, la cuisine, comme on a évoqué aussi. Ok, alors c'est vrai que quand on imagine un clan de chasseurs-cueilleurs, on part du principe qu'il n'y a pas vraiment d'agriculture ni d'élevage, mais cela dit, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs contemporaines, il y a de plus en plus de clans qu'on observe avec une légère partie d'élevage où ils peuvent avoir par exemple des poules qui vivent aussi sur sur le camp, etc. Donc les frontières sont pas aussi déterminées. Je dis ça pour les auditeurs parce que je veux jamais qu'on oppose d'un côté les chasseurs-cueilleurs et de l'autre côté tout ce qui est paléolithique et tout ce qui est post-néolithique, à savoir post-invention de l'élevage et de l'agriculture, parce que les frontières sont toujours très poreuses. La preuve, c'est que encore aujourd'hui, on ne vit plus dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs, même si notre biologie et notre cerveau sont toujours sont toujours ceux des chasseurs-cueilleurs, on ne vit plus de cette façon-là. Cela étant dit, ça ne nous empêche pas pourtant de faire des choses de continuer à faire des choses que faisaient les chasseurs-cueilleurs, parmi lesquelles aller cueillir des choses dans la nature, que ce soit des champignons, des baies, des machins, ou aller chasser, ou pêcher, ou ramasser des coquillages, etc. Mhm. Donc, comme quoi les frontières sont toujours un petit peu poreuses et c'est pas, il n'y a pas un camp à choisir avec soit l'un d'un côté, soit de l'autre. Euh, Tu me disais que donc chasse, pêche et cueillette et cuisine, bon, on n'est pas surpris. Tu disais aussi s'occuper du clan. Ce serait quoi que tu ferais quand tu dis s'occuper du clan? Je sais pas si, si non, je pense pas qu'à leur époque, ils faisaient du ménage. Mais Je pense que si. si, ouais. Pourquoi il ne le ferait pas? Bah, après, je sais pas, j'ai pas la vision de comment était constitué un clan au niveau du village, du bivouac, comment c'était organisé. Est-ce qu'il y avait des chemins piétons bien définis ou autres? Et enfin, tu vois, juste apporter de l'ordre dans ça. C'est vrai que moi, à la maison, je suis particulièrement aussi attentif au ménage et au pas à la propreté, mais au moins que ça soit en ordre, tu vois, que ça soit pas un bazar où on retrouve pas ces petits dedans. Donc Ok. voilà, je pense que je pourrais amener aussi ma contribution.
à Ok, travers tout ça. c'est ça que tu disais quand tu peux apporter une contribution au clan. Alors en fait, de ce qu'on sait, évidemment, c'est très parcellaire parce que on n'a pas retrouvé un manuel qui dit bah voilà comment on vivait, voilà la chronique de notre époque et nous vivons comme ça. Ça n'existe pas malheureusement. Ça simplifierait beaucoup de choses. En revanche, ce qu'on sait, c'est que on a retrouvé des traces archéologiques et ce dans quasiment toutes les périodes, et pas que paléolithique, donc même avant, après, plus tard, d'organisation, par exemple, de lieux où il y avait les déchets. Tout ce qui était relief alimentaire, tout ce qui était carcasses d'animaux non consommés, tout ce qui n'était pas consommé, ou même des restes de taille de pierre et autres, on a retrouvé des lieux, des traces archéologiques de choses comme ça qui étaient toutes concentrées à un endroit bien précis. Ce qui veut dire que déjà à l'époque, déjà à ces époques, je vais dire, parce que c'est pas qu'une époque, c'est pas homogène, c'est quand même plusieurs millions d'années et à des endroits très différents sur Terre, tout ce qu'on a pu retrouver. Il y a déjà des traces d'une organisation de bah on vit pas les deux pieds dans la crotte quoi. D'accord. C'est vraiment mais comme les animaux, comme n'importe quel animal et nous en sommes aussi, n'importe quel animal a des rituels. Par exemple, je pense pas que les lapins fassent leurs besoins dans leur terrier. Et si jamais les petits le font, les parents vont sortir les besoins à l'extérieur, etc. Donc tout ça est une forme de propreté et d'organisation existait déjà. Mhm. Donc ça c'est intéressant. Et surtout, pour les archéologues, c'est du pain béni ces endroits-là. Parce que ça veut dire qu'en un lieu très concentré, en fouillant les poubelles de l'histoire, hein, techniquement, en fouillant la décharge, en fouillant les poubelles de l'histoire, bah, c'est là qu'on retrouve ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils chassaient, ce qu'ils pêchaient, ce qu'ils cueillaient, parce qu'on va retrouver des restes de graines fossilisées, on va même retrouver ce qu'on appelle des coprolites, c'est-à-dire des crottes de l'époque, mais qui ont été fossilisées, donc coprolites, de copro, les crottes, et lites, les pierres, donc des crottes fossilisées, et en les analysant, on peut savoir quel était le régime alimentaire de l'époque. Donc c'est hyper intéressant, et heureusement que c'était pas des gros sagouins qui en foutaient partout, mais qu'ils avaient tendance à concentrer leurs déchets aux mêmes endroits, parce que bah, les archéologues, des millions d'années plus tard, sont là en disant « Ah tiens, ils mangeaient ça. Ah tiens, ils taillaient leurs pierres plutôt comme ci ou plutôt comme ça. On voit les restes des silex ou autres. Ah tiens, à cette époque, ça c'est un bois, mais un bois de quel animal? Ah bah ça doit être du renne. Donc il y avait des rennes en Dordogne, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, on se dit pas, tiens, des rennes en Dordogne, oui, bien Non. sûr. Pourtant, à l'époque, il y avait des rennes en Dordogne. Donc voilà, donc c'est pour ça que je réponds, j'en profite pour apporter cette petite précision. Euh, Robin, tu as écouté l'épisode du podcast qui s'intitule Vivre épanoui au sein de son clan. Et toi, aujourd'hui, il ressemble à quoi ton clan? Est-ce que par exemple il a un nom et c'est quoi qui vous unit? Non, mon clan a pas spécialement de nom. Mon clan. Tu peux lui en donner hein, si tu le souhaites. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais mon clan, c'est tout simplement ma famille dans un premier temps, forcément. Mhm. Ma compagne et mes parents, grands-parents, qui nous unit parce on, on est ensemble au quotidien. On vit pas ensemble, mais je veux dire, on affronte les étapes de la vie ensemble quand on a une difficulté. Comme je te l'ai expliqué au début de l'épisode, on a acheté une maison. Donc forcément, ben, cette maison, ça a été de la rénovation, des travaux, et tout le monde a mis du sien en fonction de ses capacités, de ce qu'il pouvait faire, que ça soit pour le ménage, que ça soit pour la construction de nouvelles pièces ou autre. Et tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Et derrière ça, ben, du coup, c'est des repas partagés avec eux, aller à la chasse avec eux et autres. Et donc, mon clan aujourd'hui, c'est, on va dire, les personnes avec qui je vis au quotidien.
Ok, est-ce que dans ce clan, c'est vraiment 100% famille et ou relation amoureuse? Ou est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des amis proches? Parce que la définition moderne que j'ai, moi, du clan, c'est vraiment... euh, c'est un peu la famille, ou en tout cas, c'est les proches qu'on se choisit. Ça peut être des membres de notre famille, mais ça peut être aussi des amis qui sont devenus très proches au fur et à mesure. C'est des amis, parce que il y a également des amis dedans qui, si je reprends l'exemple de la maison, ont aidé au déménagement, à monter les meubles lourds à l'étage, que derrière, du coup, on a fait des repas ensemble et des personnes que je prends des nouvelles toutes les semaines et qui, si demain m'appellent en me disant qu'ils ont un souci, j'irai les aider avec les compétences que je peux leur apporter. Donc non, ils font partie aussi de mon clan, mes amis proches. Ok. Euh, est-ce que tu as ce que j'appelle un secret spot, un coin secret dans la nature? C'est pas obligé de dire précisément où. Tu peux le garder, tu peux garder. On n'est pas obligé de partager le point GPS, mais est-ce qu'il y a un endroit vraiment précis, vraiment particulier, pour une raison qui t'appartient, où tu aimes te retrouver? Il ressemble à quoi et pourquoi ce lieu en particulier? Écoute, moi, ça me dérange pas forcément de donner la localisation de ce lieu, malgré que ça soit un lieu qui me soit cher, parce qu'en fait, c'est un lieu qui est déjà très connu. D'accord. Ce lieu, c'est tout simplement au fin fond de la vallée du Val-Gaudemar, donc dans les Hautes-Alpes où j'habite. Il y a un endroit qui s'appelle le refuge du Giobernay. Mhm. C'est un refuge de montagne qui est ouvert uniquement pendant la période estivale. Ok. Et en fait, juste derrière ce refuge, on a la fin de la vallée du Val-Gaudemar, quoi, avec tous les sommets, c'est magnifique. Et chaque année, période avril-mai, je monte là-haut justement, donc comme on en a parlé au début de l'épisode, voir les bouquetins. Et c'est un endroit où je déconnecte tout. Il y a pas de réseau. Quand le refuge n'est pas ouvert, ils n'ont pas enclenché le relais, donc il y a pas de réseau. Donc au moins, pas de téléphone et on n'est La pas. déconnexion est totale. Ouais, la déconnexion est totale. Tu montes avec le petit déjeuner, tu observes les animaux, tu respires un air, mais d'une pureté. Mais c'est génial. Il y a les premières fleurs qui sortent et non, c'est vraiment un endroit magnifique qui, malheureusement, après les mois suivants, est un peu entre guillemets pollué par la forte affluence de personnes, de touristes qui viennent un peu du monde entier. Voir ces endroits qui sont très très jolis. Donc voilà, moi j'aime bien y aller avant que tout ce monde arrive. Ouais, c'est un petit. En plus, alors si je comprends bien, c'est non seulement un lieu, mais un moment précis dans l'année. Donc tu as double Et combo. chaque année, je monte là-haut. Sans te mentir, ça doit faire 7 ans que j'y vais chaque année. Ok, et on rappelle donc, parce que, bon, évidemment, on parle régulièrement de chasse, même si c'est pas obligatoire, on rappelle que le bouquetin ne se chasse pas. Le bouquetin ne se chasse pas et en plus de ça, l'endroit dont je te parle est situé dans le parc national des Écrins, donc une zone où la chasse est interdite et ça n'empêche pas que c'est vraiment un plaisir d'aller voir ces animaux et ça montre bien du coup l'intérêt que j'ai pour la nature et pas uniquement pour la chasse d'aller voir des animaux que je pourrais ensuite chasser. Parce que là, c'est une zone, je te dis, où je ne chasserai tout simplement jamais de ma vie, vu que la chasse est interdite là-bas, même sur des espèces comme le chamois, le sanglier, le chevreuil ou autre. Oui, c'est un truc, beaucoup de gens qui ne comprennent pas la chasse, je l'ai constaté en écrivant mon premier livre, ne comprennent pas. Eux, ils pensent qu'à partir du moment où on est chasseur, on ne pense qu'à buter des animaux, ce qui est faux. Le premier des plaisirs, c'est d'être dans la nature, d'être au sein de la nature et de retrouver sa place dans la nature. Une partie de cette place, c'est de chasser, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment d'être au sein de la nature et de pouvoir être témoin de ces choses. Et je pense que là, ça va parler à tous les gens qui nous écoutent et qui chassent.
on a tous ce truc de, on est en voiture et puis on a toujours un peu les yeux qui traînent à droite, à gauche, à regarder s'il n'y a pas des animaux dans les champs et à ralentir parfois trop, notamment sur des autoroutes ou autres. Ça m'est arrivé juste parce qu'on a vu 3 chevreuils au bout d'un champ et on se dit... bon alors attends, il y a un mâle, oui, non, il y a une femelle, combien ils sont, etc. Enfin, le réflexe est vite de regarder, etc. et d'observer, de noter l'heure, alors que on va pas les chasser, c'est même pas Exactement. notre territoire, mais on a quand même ce réflexe de vouloir observer pour comprendre leur comportement et faire partie, l'espace de quelques secondes, de cet habitat. C'est amusant comme réflexe. Robin, est-ce qu'il y a une œuvre, que ça peut être un livre, un film, une série ou autre, que tu as revisité plusieurs fois dans ta vie? Et si oui, alors laquelle? Et si oui, pourquoi? Oui, il y a un film que je ne compte même plus le nombre de fois que je l'ai regardé et c'est Jurassic Park, tout simplement. Et donc pourquoi j'ai regardé un nombre, incalculable de fois Jurassic Park? Tout simplement parce que je suis un fanat de dinosaures depuis ma tendre enfance. J'ai été bercé dans ça, dans les livres, les dessins animés sur les dinosaures. Et bon, j'ai dû attendre un peu pour regarder la première fois Jurassic Park, vu que quand même on est sur un film qui comporte certaines scènes un peu violentes, avec du sang et autres. Mais je suis un grand fan des films, même en termes plus général de Steven Spielberg. Mhm. Et je ne saurais pas te l'expliquer autrement que ça. Juste la passion des dinosaures. Quand j'étais petit, qu'on me demandait ce que je voulais faire comme métier, et au début, je disais paléontologue. Après, bon, mon cursus scolaire a fait que j'étais pas prédisposé à faire ce métier. Mais voilà. Ouais, Jurassic Park, dont on rappelle que malheureusement l'acteur principal, Sam Neill, donc celui qui joue, comment il s'appelait déjà ce personnage, Grant. Alan Grant. Alan Grant est décédé il y a quelques jours au moment où on enregistre. Là, cet épisode va être diffusé en août, mais nous, là, au moment où on parle, on est en juillet. On est le 16 juillet et on a appris il y a un jour ou deux le décès de Sam Neill, euh, cette, euh, ce paléoanthropologue, non, ce paléontologue, pardon, pas anthropologue du tout, paléontologue grincheux. Moi, j'adore la scène où où il tyrannise un enfant, où il effraie un enfant avec la griffe du vélociraptor. Je pense que c'est l'une de mes préférées de ce film. Et qu'est-ce que tu penses du reste de la franchise? Parce qu'il y en a eu d'autres après. C'est vraiment que le premier ou c'est l'ensemble de la franchise? Bah, gros coup de cœur pour les 3 premiers, pour vraiment la franchise Jurassic Park. Et après, quand ils ont attaqué les Jurassic World, bon, ben, l'idée est pas mal, mais c'est autre chose. Je les inclurai pas dans mon coup de cœur. Je les ai regardés aussi plusieurs fois chacun. Mais déjà du fait que tu n'es plus les mêmes acteurs. Bon, ça c'est. Après, c'est aussi très joli parce que ça s'est modernisé au niveau des effets spéciaux. Donc forcément, ben, les dinosaures, ils ont un look encore plus agressif. Ils sont ou alors les herbivores à l'inverse, ils sont hyper jolis. Euh, donc il y a du pour et du contre. Je les renie pas, bien au contraire, comme je t'ai dit, je les ai regardés plusieurs fois. Mais c'est vrai que là, notamment le tout dernier, où on rentre sur des dinosaures qui sont un peu mutants, bon là, ça commence à partir Ouais, ça part un peu de travers. ça part un peu de travers quand même, j'avoue, le dernier. Mais sinon, non, non, même les Jurassic World, j'accroche. Et étant fanat de dinosaures, voilà. Oui, ça marche. C'est marrant parce que c'est vraiment... je comprends tout à fait cet attrait pour Jurassic Park que j'ai aussi et je connais aussi quelqu'un que je salue qui est une fan inconditionnelle de Jurassic Park. J'ai pas besoin de dire le nom, elle sait qui elle est. Euh, et... euh, et qui insiste chaque année pour le revoir. Euh,
Et c'est marrant parce que c'est vraiment je comprends tout à fait cette passion d'enfant pour les dinosaures. Il y a plein d'enfants qui ont une période dinosaure quand ils sont petits, à les apprendre tous, à apprendre tous les noms par cœur. C'est ça. Et chez certaines personnes, ça reste. Chez certaines personnes, ça reste. J'ai plein d'amis à Paris qui ont des tatouages de dinosaures. Excellent. J'ai des tricératops, des bronchiosaures, etc. Et c'est génial. Bref, ça m'étonne pas du tout. Et c'est quoi, du coup, le truc que tu aimes retrouver en revoyant souvent ce film? Est-ce que c'est une part d'enfance? Est-ce que c'est pour les valeurs qu'il porte? Est-ce que c'est... comment tu t'expliques le fait que tu aimes tant ce film et que tu aies autant envie de le revoir? Non, c'est tout simplement une part d'enfance, de nostalgie à regarder. C'est un film que dans les premiers temps où je l'ai vu avec des cousins ou avec les voisins voisines et on était là tout petit à regarder ces dinosaures. Et ouais, le re-regarder, c'est de la nostalgie. Et puis je trouve que c'est des films qui ont bien vieilli. Les premiers quand même datent avant les années 2000. Mhm. Et pour avant les années 2000 déjà niveau effets spéciaux et tout, c'était du costaud quoi. Et pour même aller plus loin, j'ai regardé un peu toute la mise en scène, comment s'est déroulé le tournage. J'ai regardé des personnes qui sont allées sur les lieux du tournage pour voir qu'est-ce qui restait des décors et tout. Ah Je oui, t'as suis, creusé vraiment. je suis vraiment hypé par le truc et voilà. C'est tout simplement, je te dis, par fascination pour les dinosaures. Ok. Est-ce que, comme moi, chaque fois qu'il y a cette scène où il dit ne bouge pas, son regard, son truc est basé, sa perception est basée par le mouvement, Le toi aussi, mouvement. toi aussi, tu figes et tu as cet instinct de, comme quand on est à la chasse, finalement, qui revient du bouge pas. Si tu bouges pas, il te voit pas. T'as aussi ce truc-là du à ce moment-là, tu bouges plus? C'est bah ouais, non, quand même Peut-être pas. pas. Non, Ok. quand même pas. Donc c'est que moi le zinzin. Très bien, ça me va. Pas de problème. Mais par contre, il a totalement raison. Et ça, tu le vois bien à la chasse, quand tu es à la chasse. Très clairement, c'était cette histoire de mouvement. Ouais. Euh, Bon, on est là, on est autour d'un feu de camp virtuel, donc on est là, le feu crépite, tout ça. Je vais te lancer quelques débuts de phrases Mhm. et tu réponds tout simplement du tac au tac. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a seulement ta réponse. Donc, premier début de phrase. Le talent le plus inutile que je possède, c'est... Waouh, c'est trop compliqué comme question. Oh, du tac au tac là comme ça? Moi, j'ai une réponse pour toi qui me vient, mais c'est peut-être pas complètement inutile. C'est un petit goût pour pousser la chansonnette quand il y a eu un ou deux verres de trop qui ont été bu, peut-être. Ouais, c'est. Je dis pas Ouais. que c'est un talent inutile, mais je suis pas convaincu que tu fasses carrière non plus, Mm, sans te faire offense. oui, mais du coup, c'est pas un talent. Donc, effectivement, je cherchais pas dans cette voie-là, mais c'est pas totalement faux. Ok. Si j'avais vécu au Paléolithique, j'aurais probablement été... Euh, un dinosaure. Non, ça n'existait pas au Paléolithique, les dinosaures. Euh, Ça, c'est l'influence des questions qu'on vient de se dire. Du coup, t'es branché dinosaure, tu réponds euh, dinosaure. un Homo sapiens, tout simplement. Oui, juste un Homo sapiens, un Ouais, chasseur, probablement. oui, oui. Pas que d'ailleurs. Il y avait pas. Alors c'est marrant parce qu'on a souvent il y a une très vieille séparation ontologique entre. On dit toujours au Paléolithique, il y avait les chasseurs-cueilleurs avec les hommes qui chassent et les femmes qui cueillent. C'était pas si séparé que ça en réalité. Et donc, c'est pas parce que tu es homme que tu ne cueilles pas, et c'est pas parce que tu es Mhm. femme que tu ne chasses pas. En réalité, les observations montrent que hommes et femmes chassaient, souvent même ensemble. Après, tous n'avaient pas les mêmes rôles au sein d'une chasse, et souvent, les femmes étaient un peu plus souvent rabatteuses quand il y avait des chasses de type battu ou dérochement. Donc c'est la technique qui consiste à conduire un troupeau à tomber d'une falaise.
des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. Euh, Heureusement, c'est quand même pas super éthique, mais enfin, pour notre regard moderne. Mais par contre, dire que les femmes ne chassaient pas est une erreur. En réalité, elles chassaient aussi. En revanche, elles étaient probablement plus sur une chasse de petit gibier et un peu moins sur une chasse de gros gibier parce que c'était probablement plus dangereux et que c'était aussi moins, ça arrivait moins souvent. Et il faut rappeler que ben, souvent, elles avaient aussi en permanence un enfant collé sur elles ou qu'elles devaient allaiter ou autre, et que donc, même si élever des enfants et s'occuper d'eux, c'était quelque chose d'assez collectif et pas que au sein d'une famille nucléaire comme on l'a aujourd'hui, il y avait un peu moins de prise de risque de la part des femmes, notamment pour garantir la survie des enfants, pense-t-on, en tout cas d'après les scientifiques. Mais voilà, c'était une précision au passage. On va reprendre parce que du coup, voilà, Mais c'est très intéressant. C'est très, très j'ai encore intéressant. digressé. Donc on va rejouer, on va continuer avec ce jeu du finir les phrases. L'animal avec lequel je ne partirai jamais à la chasse, c'est... Un hamster. Oui, c'est vrai que c'est pas génial. Non, je vois pas ce qui pourrait m'apporter à la chasse là. Donc c'est ce qui m'est venu en premier à l'esprit et ouais non, je vois pas ce qui pourrait m'apporter. Non, il serait pas super. Le truc complètement ridicule qui me rend heureux, c'est... Euh, Est-ce que c'est ridicule? Je ne sais pas. Et ça va un peu à contre-courant de ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais j'aime bien jouer aux jeux vidéo encore aujourd'hui. Tu vois, j'ai 25 ans et bon, c'est depuis toujours, j'ai eu des consoles à la maison et j'ai mes périodes jeux vidéo où j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Ok, avec quelle référence? C'est quoi? Essentiellement sur console, donc PlayStation et les jeux FPS de tir, j'aime bien ça. Je sais pas, c'est mon petit moment où je retrouve quelques copains à travers l'écran pour échanger quelques parties. Ah, tu joues en réseau. Ouais, Ok. ouais. La chose que je repousse toujours au lendemain. Euh, Débarrasser le lave-vaisselle. Pourquoi? Il, il est propre, mais sauf que bon, c'est un problème que oui, je le repousse au lendemain, mais le lendemain, je suis obligé de le faire parce que le lendemain, il y a de la vaisselle sale et donc je dois transvaser ma vaisselle sale dans mon lave-vaisselle. Mais le jour même, tu vois, je lance mon lave-vaisselle. J'en ai un assez high-tech. Quand je l'ai acheté, je ne savais pas qu'il avait cette fonctionnalité. Il s'ouvre automatiquement quand il a terminé, Oh, tu le sais. bonheur! Ah, Parce que ouais, ouais. justement, j'allais te poser la question, est-ce que tu es du genre à laisser, est-ce que tu du genre à laisser fermer à la fin ou à l'ouvrir pour que ça sèche? Parce que moi, je fais partie de cette équipe-là, de ceux qui ouvrent et qui sortent Bien tout pour que ça sûr. sèche bien avant de ranger une vaisselle propre et sèche. Mais alors là, si ça s'ouvre à la fin, bah, voilà, Ouais, ouais, c'est ah, high-tech. ah, super. Euh, je suis incapable de résister à... Euh, Manger. Même sans faim, tu me mets quelque chose de d'appétissant et de bon devant les yeux, je mangerai. C'est mon gros défaut, c'est pas une qualité, attention, hein. Mais j'ai je suis un bon vivant et un bon mangeur. Ok. Si j'étais chef de clan, la première règle serait... Que tout le monde doit être honnête. Alors c'est compliqué comme règle à mettre en place, mais établir une relation de confiance et d'honnêteté. C'est-à-dire que on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de faire des bêtises. Le tout, c'est derrière d'assumer et d'être honnête envers les autres personnes, surtout là dans le cas d'un clan où du coup on vit avec ces personnes. Ok. Si je pouvais apprendre instantanément une compétence, ce serait... De parler toutes les langues du monde. C'est vrai que ce serait pas mal.
Ça serait sympa, en un claquement de doigts, ça serait génial. Oh bah moi, ça me simplifierait pas mal la vie ici en Norvège, vu que ça fait 6 ans que j'habite ici et que je parle toujours pas norvégien et que je pense que j'y arriverai jamais vraiment. Je m'y suis jamais mis. Bref. Pour moi, alors c'est pour toi évidemment, mais pour moi, la meilleure odeur du monde, c'est... Oh. Est-ce que c'est alcoolique si je dis le Genépi? Est-ce que c'est alcoolique? Non. Non, T'es pas parce en que train de dire qu'il faut en je boire des parle tonnes. et puis je parle directement de la fleur, du brin. Ouais. Même, même le brin de Genépi, quand vous le séchez, ça sent extrêmement bon. Est-ce que c'est Enfin, à connecté... mon sens. Oui, oui, je comprends. Est-ce que c'est connecté à un truc lié à l'enfance parce que tu cueillais ça en Parce que je famille suis ou... tombé dans la potion magique de Genépi? Non, quand même pas. Non, non, pas à mon enfance. Bah, non, parce que le genépi, c'est une plante quand même qui se trouve en montagne, même en haute montagne. Et Mhm. donc, pour aller l'accueillir, c'est souvent à des endroits un peu dangereux. Donc, quand j'étais enfant, j'avais certainement pas le droit d'aller ramasser du genépi. Quand on faisait une balade et que mon père et mon grand-père me disaient: ah ben là, on arrive au coin genépi, bon, ben tu restes là, tu nous attends. Nous, on va un peu dans les falaises là, essayer d'aller ramasser quelques brins. Et wow, quand il revenait avec ça, ben, j'avais les yeux tout écarquillés en me disant: ben, moi aussi, un jour, je vais aller ramasser les genépis. Donc, ouais, c'est des souvenirs. Et puis, c'est toujours pareil, c'est ce côté montagne, montagnard et la, la passion des biotopes de par chez nous. Ok, oui, c'est vraiment un truc associé à la montagne. Ouais, Le, le métier que je serais incapable de faire, c'est politique. tout ce qui est la Tout ce qui est politique. lié à la politique, pour diverses raisons. Déjà, au niveau des opinions, je serais pas un bon politique. Et même pour l'éloquence, non, ça serait pas fait pour moi. Ok. Je suis secrètement jaloux des gens qui... Je suis secrètement jaloux des gens qui vivent sans réseaux sociaux. Je sais pas comment ces personnes font, mais j'aimerais leur ressembler. Alors, c'est simple à dire comme ça. Ben, supprime ton compte Instagram, supprime ton compte Facebook, et puis voilà, le tour est joué. Mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça à mettre en pratique. Et donc, je suis assez admiratif des personnes qui arrivent à se passer de ces réseaux sociaux. Et pour la plupart, en fait, c'est des personnes qui se sont tout simplement jamais mis dessus. Parce que ben, malheureusement, une fois que tu t'y es mis, c'est un peu comme une drogue. Tu n'arrives pas à en revenir du fait que tu crées des relations avec des personnes que tu peux pas voir au quotidien, qui sont loin, et du coup, c'est un moyen d'échanger avec eux. Et c'est de suivre un peu l'actualité aussi d'une autre manière sur les réseaux sociaux. Et ouais, non, franchement, je suis admiratif des personnes qui se passent de ça aujourd'hui. Ouais, je te comprends tout à fait. Et en même temps, je vois aussi j'essaie toujours de mettre les choses en perspective. Et je vois aussi tout ce que ça peut apporter. Et par exemple, le fait qu'on soit en train de parler là, tous les deux, maintenant, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, ou si on leur avait tourné le dos, juste toi ou juste moi, ou les deux, on serait pas en train d'avoir cette discussion, puisqu'on s'est rencontrés grâce à ça. On est d'accord. Pour moi, c'est comme un peu dans tout, il y a du positif et du négatif. Tu arrives à faire des rencontres assez inédites via les réseaux sociaux. Enfin, moi, je vois quand même, ça m'a permis d'aller chasser dans une bonne partie de la France Mhm. à travers mon compte Instagram, le fait que j'échange avec des passionnés, d'abord par message. Ensuite, on fait une visio, on voit que ça match bien, on a la même philosophie de la chasse et tout. Et ensuite, eh ben, un week-end, c'est eh ben, viens chasser à la maison et voilà. Et du coup, c'est devenu des amis. Aujourd'hui, en fait, bah, si j'ai à échanger avec ces personnes, j'échange même plus sur les réseaux sociaux. J'ai directement leur numéro de téléphone. Je les appelle, je leur demande des nouvelles de leur famille que j'ai pu croiser en allant chez eux. Et donc, on a passé même le cadre de être un simple, entre guillemets, abonné sur un compte Instagram. Là, c'est devenu des amis comme si je les connaissais depuis 20 ans, quoi. Ok. Donc, oui, Euh, il y a du bon et du moins bon. Allez, on continue.
Celle-ci, elle est particulièrement idiote, mais je l'aime beaucoup. Si un mammouth débarquait maintenant, J'essaierai de me mettre en sécurité, mais alors pour un mammouth, je pense que courir, ça ne sert à rien. Monter un arbre, faut être déjà assez bon pour monter assez haut dans un arbre qui tienne le coup face à un mammouth. Donc, je sais pas, essayer de me mettre dans pas une crevasse, mais un endroit restreint où il peut pas m'atteindre, tu vois, derrière un rocher, quelque chose d'enclavé. Je pense que Ok. c'est la meilleure solution et ne pas essayer de le combattre. Pour, surtout à main nue, la probabilité de réussite est proche de zéro. Ouais, et ce qui est marrant, c'est que ton premier réflexe, c'est de se dire ah, mammouth égale danger. Ouais, c'est vrai. Alors que tu aurais pu te dire bah, je l'observe de loin ou je me mets hors de son champ de vision pour pas qu'il me voie. Mais c'est intéressant comme réponse. Alors on continue dans les questions débiles. Si mon chien pouvait parler pendant 1 minute, Et, ben, s'il pouvait parler pendant 1 minute, je lui demanderais s'il est heureux avec moi et de quoi il aurait besoin d'autre. Mais voilà, non, rien que s'il est heureux avec moi. c'est marrant parce qu'au moment où je pose cette question, il y a ma chienne qui est allongée sur le canapé et qui remue la queue non pas parce qu'elle est contente, mais parce qu'elle fait un rêve. Ah. Et c'est trop mignon. Et Euh, toi, qu'est-ce que tu lui demanderais? Ah, mais alors moi, exactement pareil. Savoir si elle est heureuse dans sa vie, si elle veut, s'il y a des choses qu'elle veut faire. Euh, alors je sais que c'est très anthropomorphique parce qu'ils n'ont pas cette façon de penser là, ils vivent beaucoup plus dans l'instant. Mais oui, moi 1 minute ça suffirait pas. En plus, si c'est ma chienne, c'est que forcément elle est aussi bavarde, si elle me ressemble. Donc 1 minute ne suffirait pas. On aurait tellement de choses à se dire. On se dit déjà tellement de choses. Elle sait toute ma vie. Elle sait même des choses que personne ne sait. Bref. Euh, Si je pouvais poser une seule question à mes descendants dans 500 ans, je leur demanderais, Euh, si imagine ça... tu les as au téléphone, un téléphone Ouais, fictif, ouais, 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 et ouais. tu as la possibilité de leur poser une question. Et évidemment, ils peuvent te donner la réponse. Parce que si tu poses la Ok. question et qu'on rapproche, ça n'a absolument aucun Une sens. seule question, s'ils savent qui je suis. Ok. Si dans Et 500 ans, ouais. mes descendants savent qui je suis encore, parce que est-ce que toi tu sais qui sont tes ancêtres d'il y a 500 ans? Alors d'il y a 500 ans, non, mais d'il y a 150, 200 ans, oui. Parce que j'ai fait des recherches. Ok, mais ça c'est hyper intéressant, mais pareil, c'est des choses qui se perdent, ce travail de mémoire et Et de... à vrai dire, d'ailleurs, je sais, alors je ne les connais pas, j'ai pas les noms, mais je sais que j'ai des ancêtres, alors du côté paternel, bien sûr, puisqu'il y a la transmission du nom. Je sais où ils vivaient en France. D'accord, Je il sais y a où... 150 ans. non, il y a 1000 ans. À 1000 ans. Ah Ouais, oui, il y a 1000 ans environ. Je sais où ils vivaient. Ils vivaient dans un... Il y a 2 hameaux qui sont en Normandie, près d'une petite commune qui s'appelle Eugleville-sur-Scie. Et il y a 2 hameaux de Brennetuy. Mon nom de famille, c'est Brento. Et les probabilités pour que mon nom de famille vienne de là, Brento en vieux norrois, ça vient de Brentopt, qui veut dire la terre non cultivée, la terre en friche d'un gars qui s'appelle Bren. d'accord. Et donc, c'est probablement soit un Danois, soit un Norvégien qui est venu avec les vagues nordiques de l'époque et qui a dû s'installer ici. Et qui a donné son nom au lieu, puisque bah, là, c'est la terre de Brenne. Donc, voilà. Donc, Brento, c'est la terre en friche. Et Brentuy, qui existe aussi, c'est la terre cultivée, mais c'est le même gars. C'est un gars qui s'appelait Brenne, ou une famille du Ok. gars qui s'appelait Brenne. Et très probablement, alors attention, hein, c'est que des probabilités statistiques, il est fort probable que j'ai un ancêtre qui a vécu là, il y a... Bah, en gros, la fin de l'ère viking, c'est 1066 avec la bataille de Hastings, si je dis pas de sottises. Donc, en gros, on est à peu près dans cette période-là, entre l'an 1000 et l'an 1100. Il y a un gars qui a dû s'installer par là.
ou même peut-être un peu avant, et qui s'appelait Bren et qui venait probablement de Scandinavie. C'est hyper intéressant. Voilà, Franchement, les petites recherches que j'ai pu faire. Et par contre, c'est vrai que qu'est-ce que je poserais comme question à mes descendants de dans 500 ans? Peut-être que je leur demanderais s'ils connaissent cette histoire ou s'ils s'en foutent de cette histoire. Peut-être, mais je pense pas. Je pense que je demanderais d'autres trucs. Je pense que je demanderais des trucs par rapport à... je pense que la vraie question que je leur poserais... Mais c'est pas mon questionnaire, mais bon, on va jouer. Je vais si, c'est jouer le jeu intéressant. aussi. Je pense que je leur demanderais... alors, c'est pas quel temps il fait, mais c'est quel climat il fait. Ok, Comment ils vivent. Après, le ok. problème que j'ai, c'est que j'ai pas encore trouvé l'âme sœur avec qui faire une descendance. Donc bon, je sais même pas si j'aurai des descendants dans 500 ans. C'est aussi mais ça c'est mon côté pinailleur sur les détails. Bref, allez on reprend. Les gens pensent que je suis, alors qu'en réalité... Euh, les gens pensent que je suis extraverti, c'est-à-dire je vais vers tout le monde, j'aime bien faire la fête et autres, et qu'en réalité, en fait, je suis plutôt quelqu'un de chill et posé. Ouais, c'est beaucoup de gens qui me connaissent juste via le travail ou qui me connaissent un peu de loin pense que je suis quelqu'un à faire beaucoup la fête et à connaître tout le monde, à parler avec tout le monde. Et, alors qu'en réalité, c'est pas totalement faux, hein, j'aime bien ça. Mais ce qui me définit le plus, c'est d'être calme à la maison ou en nature. Ok. C'est marrant parce que quand j'écris les questions, je me mets toujours un peu à la place de l'invité. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il va répondre là? Et je me suis dit qu'une réponse possible pour toi, ça aurait été, les gens pensent que je suis gourmand, alors qu'en réalité, je suis très gourmand. Ça m'avait fait rire. C'est vrai. Euh, la chose la plus absurde que j'ai achetée, c'est... Oh, il y en a beaucoup. Euh, il y en a beaucoup. Une qui me vient à l'esprit, c'est une montre briquet. Celle-là, tu l'avais pas anticipé de réponse, par Ah contre. non, non, vraiment, celle-là, je l'ai pas vu venir. Une montre briquet, donc c'est une montre qui quand même te donne l'heure. Ce qui Et est en bien fait, pour une montre. ouais, c'est plutôt pas mal. Et sur le côté, tu as un bouton que tu enclenches et à un endroit, en fait, sort une flamme, tout simplement. Si tu veux allumer une cigarette à quelqu'un ou autre, ben, j'ai Il est, l'heure et le feu. il est quelle heure? Il est l'heure d'allumer le feu. Ok. Voilà. C'est vrai que c'est pas mal. Inutile. Inutile. La dernière fois où je me suis senti vraiment idiot, c'était... Oh, tous les jours. Quand ma copine me dit quelque chose, je lui dis mais non, c'est pas possible, c'est ça, c'est ça. Et que je me rends compte qu'elle a raison. Elles ont souvent raison. Il faut Ouais. toujours écouter ses copines. Euh, je suis étonnamment mauvais pour... Je suis éteint pour plier le linge. Ah oui, on est sur des Ben, thématiques un peu maison. Après le lave-vaisselle, il y a le linge. ouais, non, mais là, j'avoue que c'est ce qui m'est venu en premier à l'esprit parce que je l'ai fait 2 heures avant qu'on enregistre ce podcast. Et je me suis rendu compte que c'est une catastrophe, hein. Et madame n'est pas à la maison actuellement, elle est partie quelques jours en congé, en vacances. Et je me rends compte que c'est une catastrophe niveau, niveau pliage de linge. Il va falloir que tu peux lui demander très Mais simplement de en fait, t'apprendre, hein. tu vois, ouais, c'est exactement ça. Tout ce que je te dis où je suis pas bon, le bricolage où je suis pas bon, que je me fais moquer par mon père et mon grand-père, là, le linge, en fait, c'est toutes des choses parce que j'ai pas les notions d'apprentissage, c'est tout. Oui, exactement. Pour moi, on n'est jamais mauvais intrinsèquement à quelque chose, on n'est juste pas entraîné. J'ai un ami très proche qui était persuadé d'être maladroit. Un jour, on était à l'école ensemble. Un jour, il me sort ça, il me dit: oh non, moi je suis maladroit. Et je l'ai regardé, je dis: moi je ne crois pas que tu es maladroit, je crois juste que tu n'es pas entraîné. Et je lui dis: Et je lui pose la question, je lui dis: mais est-ce que par exemple, quand tu étais jeune, genre tu voulais mettre la table ou débarrasser, et puis tu as fait tomber une assiette une ou deux fois, et on t'a catalogué maladroit, et donc on t'interdisait de le faire? Il me dit: oui, exactement. Je lui dis: bah voilà, c'est juste que tu n'es pas entraîné, c'est normal de faire des erreurs quand on apprend, et de casser des choses quand on apprend.
Et je lui dis, la preuve, si tu veux, je t'apprends à jongler avec 3 balles en moins d'1 heure. Et il me dit, je te crois pas. Je lui dis, bah joue le jeu et on le fait. Et donc on a commencé avec 1 balle, puis 2, et je lui montre le truc et on décortique vraiment progressivement. Et en 1 heure, il jonglait mal, mais il jonglait. Janin, si tu m'écoutes du Canada, je te salue. Il vit là-bas maintenant. Euh, Allez, on en a encore 2. Le truc pour lequel je passe pour un extraterrestre, c'est... Euh, c'est quand je dis à des personnes au quotidien que je chasse. Ouais, c'est... Et encore plus quand je dis que je chasse à l'arc. Ah oui? Quand je dis que je chasse à l'arc, il y a beaucoup de personnes, limite, qui ne savaient pas que c'était possible encore de Hmm. chasser à l'arc de nos jours. Mais par contre, qui tout d'un coup disent ah ben c'est une approche qui me va déjà mieux. Ils trouvent ça beaucoup plus noble, que l'animal a beaucoup plus de chance. Et du coup, je dis je chasse. Ah ouais, d'accord, bref, pas terrible. À l'arc, ah d'accord, ah ben c'est intéressant quand même. Mais je passe pour un ovni. Ouais, ouais. Robin, en ce moment, tu es à fond sur quoi dans ta vie? Est-ce qu'il y a un projet, une idée, quelque chose sur lequel tu travailles et qui t'enthousiasme vraiment? Alors, projet 2026, on en a déjà parlé, je vais pas épiloguer dessus. C'était la maison, forcément, c'est un gros projet quand même, l'achat de son premier bien immobilier. C'est quelque chose qu'on réfléchit en amont et qu'une fois qu'on a le feu vert côté financier, ben on fonce et derrière, il y a beaucoup de travaux qui suivent. Donc, ça a été, on va dire, quand même la grosse étape et ça l'est toujours la grosse étape de cette année 2026. Ok. Et pour 2027, ce qui se trame dans les tuyaux, c'est un beau voyage, un voyage avec ma compagne au Kazakhstan pour, Oh, original comme destination. oui, pour aller chasser. Et alors, voilà, Je me voilà. disais aussi. En fait, vu que ma compagne chasse aussi, c'est vrai que c'est assez plaisant. On peut faire du tourisme et en même temps notre passion. Donc, et là, au Kazakhstan, ça serait vraiment pour quelque chose d'authentique, où on est dans une vallée vierge de civilisation, sans route, sans habitation, et où on va Mhm. chasser pendant une semaine à cheval et faire des bivouacs tous les soirs. Et moi, la première Oh. chose que je sors à tout le monde, je leur dis surtout, on va pas prendre de douche pendant une semaine. Voilà. Après, il doit y avoir des rivières au Kazakhstan, Oui, mais j'imagine. nous y allons à la première quinzaine d'octobre et là-bas, à ces périodes-là, des fois, il y a eu les premières neiges. Donc, Ok. je Donc, pense qu'on il va falloir choisir entre chaleur et hygiène. on prendra quelques lingettes pour se faire la petite toilette quand même. Allez, pour conclure, Robin, en tant qu'Homo sapiens, si tu devais raconter un conte, une histoire au coin du feu, pour transmettre quelque chose aux enfants du clan, des valeurs, tu raconterais quoi et quel message tu voudrais leur laisser? Alors, ça peut paraître général ce que je vais dire, mais je pense que c'est quand même très important. L'histoire que je leur partagerai, ça serait tout simplement l'histoire de leurs ancêtres et l'histoire de leur pays. Alors, à l'époque, on parlait certainement pas de pays, mais au jour d'aujourd'hui, je trouve que les jeunes générations renient beaucoup l'histoire. Et pour moi, comprendre le passé, c'est c'est assez important pour comprendre dans quel monde on vit aujourd'hui et vers où on va demain et vers où il faut pas qu'on aille demain. Et niveau éducation, pour moi, l'histoire, c'est limite le plus important. Ça permet vraiment de montrer comment c'est construit à travers des centaines et des milliers d'années. Comprendre qu'il y a des gens à travers le monde qui ont souffert dû à des croyances, dû à l'avidité de pouvoir de certaines personnes. Et, et je trouve ça particulièrement important de transmettre cette histoire.
Ok, donc en lieu et place d'une petite histoire d'une histoire avec un petit H, tu raconterais l'histoire avec un grand H, un H C'est un majuscule. peu ça. Oui, exactement. Ok. Allez, c'est la dernière, c'est la question un peu bonus. Maintenant que tu connais toutes les questions de ce bâton de parole, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier que tu aimerais entendre ici, à ta place, répondre aux mêmes questions? Est-ce que c'est une personne qui doit obligatoirement parler en français? C'est mieux pour nos auditeurs, mais c'est pas obligatoire. Bon. Alors, pour une personne qui ne parlerait pas français, je pense à Pedro Ampuero. Est-ce que tu connais ce monsieur? Pas du tout. Qui ça? Ce, Qui est cette ce personne? monsieur est un Espagnol, donc alors parler d'Espagne au jour d'aujourd'hui, à l'heure où on tourne ce podcast, juste après s'être fait éliminer par l'Espagne en demi-finale de Coupe du Monde, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais je vais, Oh, c'est qu'un match. ouais. Mais justement, dans ton épisode où tu parles du foot, c'est Ouais. assez intéressant, n'empêche, parce que ben, tu soutiens ton pays, enfin, tu soutiens un clan, tu soutiens. Oui, bien Ouais, sûr. enfin, je vais pas expliquer ton épisode, mais du coup, c'est. Bon, bref, Pedro. Ceux qui nous écoutent, allez écouter cet épisode si vous ne l'avez pas encore fait. Ça s'appelle, comment ça je l'avais appelé? Football, chasse et préhistoire. Vous allez voir qu'a priori le lien est pas évident, on dit comme ça, mais en réalité, il y a des connexions et des connexions qui risquent de vous surprendre. C'est ça. Donc, alors, qui Pour est en cette personne? revenir à mon ami Pedro, enfin mon ami que je ne connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un que je suis de très près, c'est une personne qui chasse en Espagne, Ok, essentiellement à l'arc, et ok, qui, je pense, a vraiment le profil du néo-chasseur-cueilleur. ok. Il fait des vidéos YouTube sur des formats assez longs qui des fois peuvent durer 30 minutes et jusqu'à 1 heure, Mhm. et où il montre ses chasses dans divers pays du monde, où il bivouaque, tu vois qu'il connaît la nature, euh, faire un feu, faire un bivouac et autres. Et donc, je pense que c'est une personne qui serait très intéressante de poser des questions. Et si maintenant je devais citer une personne qui parle français, je dirais oui, Shren. Ah, on a déjà eu cette suggestion par Félix, donc la pression monte pour Willy pour qu'il accepte de venir. Je ne l'ai pas encore contacté au moment où on enregistre cet épisode, mais je le ferai avec plaisir. Peut-être qu'il acceptera pour 2027, en tout cas la suggestion est notée. Et pour, rappelle-moi le nom de cette personne en Espagne? Pedro Ampuero. Pedro Ampuero, eh bien, ce que je vais faire, c'est que tu m'enverras le lien et je mettrai le lien vers Oui, sa chaîne YouTube, vers ses réseaux, pour qu'on voit un peu ce qu'il fait. Je mettrai tout ça en description. Donc, si ça vous intéresse, vous qui nous écoutez, d'aller regarder, d'aller découvrir son travail, sa vie, son œuvre, sa façon de faire, c'est dans la description de cet épisode. Et moi-même, j'irai voir parce que je n'en ai jamais entendu parler, donc ce sera l'occasion d'aller découvrir aussi. Robin, merci infiniment. Ça a été un plaisir de faire cet épisode, de te donner le bâton de parole. J'espère que ça t'a plu. oui, merci Olaf pour ton invitation. Bon, actuellement, vu que tu es en Norvège, c'est sûr qu'on le fait à travers un Zoom, à travers un ordinateur. Mais si l'occasion se présente que tu reviennes en France, ça serait avec grand plaisir d'aller partager un moment de convivialité autour d'un repas, pourquoi pas en forêt à travers un feu, ou à l'inverse, si moi je viens en Norvège. Voilà, on s'est croisé une fois sur un salon de chasse, mais ça me ferait grandement plaisir de te revoir. C'est vrai qu'on s'était croisés, on avait beaucoup échangé, mais on s'était jamais rencontrés en vrai. On s'était rencontrés au Game Fair en 2024, il me semble. Oui, c'est ça. Je venais pour
présenter, et parce que mon livre avait eu un prix. Donc j'étais très honoré de recevoir un prix à cette occasion. Donc ça avait été l'occasion pour moi de venir en France. Écoute, tu sais que j'ai une chambre d'amis ici, qu'elle t'est ouverte. Tu viens quand tu veux. En plus, la déco te plaira. Elle ressemble un peu à la déco de ta pièce derrière toi. Et puis, évidemment, tu es le bienvenu avec ta compagne. Merci Robin d'avoir pris du temps de nature pour répondre à mes questions. Vous tous qui nous écoutez, merci pour votre fidélité. Je vois le chiffre augmenter après chaque épisode, donc je vois que vous en parlez autour de vous et que vous êtes de plus en plus nombreux à vous suivre. Si vous voulez voir ce que fait Robin, il est quand même très très prolifique sur les réseaux sociaux. Il poste beaucoup de choses et c'est toujours très intéressant. Ça peut être même très drôle, etc. Donc, je mets le lien vers le refuge des chasseurs, les liens vers le refuge des chasseurs dans la description. Allez le voir, allez lui donner de la force, comme on dit sur les réseaux. Ça veut dire abonnez-vous en fait, parce que c'est ça qui donne de la force, c'est de s'abonner, de liker et de rajouter des commentaires. C'est ça qui augmente la visibilité des contenus de qualité. Merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Néo Chasseur-Cueilleur. Et le bâton de parole aura lieu à nouveau le mois prochain avec un nouvel invité. Une nouvelle invitée qui, à mon avis, vous plaira beaucoup. Pensez à vous abonner. Au revoir et à bientôt.